OK? Non. On est OK. C'est OK. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, donc je suis Nadia. Je vais aujourd'hui vous proposer ma première formation sur le site FPF Formation, donc qui concerne les perspectives d'évolution en cabinet. D'accord, donc je vais vous laisser un petit peu vous présenter, surtout par votre fonction, pour voir un petit peu si j'ai des secrétaires médicales, si j'ai des chirurgiens dentistes, des assistants, etc., etc. Voilà, si jamais vous pouvez juste me dire les petites fonctions pour que je vois un petit peu qui est présent dans l'assemblée. Donc, je me présente, je suis donc responsable de plusieurs centres dentaires sur Marseille. J'ai une petite expérience dans ce domaine-là, mais je vais vraiment vous proposer un contenu assez généraliste concernant les types de management, concernant l'encadrement d'équipe et du coup vos perspectives d'évolution. Et pour les chirurgiens dentistes également, si j'en ai, des petits outils pour pouvoir optimiser votre activité. D'accord? Donc voilà, je vous présente donc mon petit plan que je vais présenter aujourd'hui avec l'aide de Lucie. Bonjour tout le monde. Je suis là aussi ce soir pour répondre à vos questions et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, tout le monde. Confirmez-moi si vous nous entendez bien quand même, si on a un bon retour sur le visuel, comme ça avant qu'on attaque. Vous faites un petit retour sur le chat. Vous savez que vous pouvez communiquer par le chat. On voit toutes vos réponses en direct. Il y a du monde du Québec, Nadia. On a la chance d'avoir des gens aussi du Québec. Je vois qu'on a pas mal de monde de toute la France et c'est super d'avoir des hygiénistes aussi. Donc, c'est très intéressant pour nous. Super. Alors, effectivement, je vais demander à Lucie, je vais demander un petit peu avant de répertorier un petit peu les questions. Vous pouvez, elle me posera au fur et à mesure des diapos et surtout à la fin, on essaiera de faire un petit résumé de toutes les questions et j'essaierai de répondre au mieux à toutes vos interrogations pour voir également ce qui vous passionne le plus dans ma présentation. Alors, je tiens à m'excuser dès le début pour ceux qui ne sont pas des Bouches-du-Rhône pour mon accent à couper au couteau. Mais les Québécois vont me comprendre et certains autres aussi. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vous présente ma conférence sur le poste d'office manager ou coordinatrice. Les perspectives et en quoi ce sont des perspectives d'évolution pour une assistante dentaire et une secrétaire médicale. Donc, mon plan va se dérouler de la façon qui suit. Donc, je vais vous présenter le poste d'office manager et de coordinatrice dans votre évolution de carrière en proposant ma propre expérience et ma propre évolution de carrière. Ce qui vous permettra de voir un petit peu quel profil vous avez et si vous vous reconnaissez un petit peu dans mon parcours ou si vous envisagez et quelle évolution de carrière vous envisagez. Ensuite, donc, on va passer à la description du poste avec les différentes tâches que vous allez pouvoir être amené à faire dans ce poste-là et les qualités pour y accéder. Alors, ce sont des qualités qu'on peut avoir ou ce sont des qualités qu'on peut bien sûr développer. C'est pas du tout des choses, ce sont des qualités notamment que j'ai développées au fur et à mesure de mon expérience professionnelle. Ensuite, donc, on va passer sur les types de management et s'y adapter. Donc, quels sont les principaux types de management et notamment en cabinet libéral. Et ensuite, on va passer au chirurgien dentiste, si j'en ai dans l'assemblée, pardon. Comme ça, on va voir pourquoi ce poste est-il un atout majeur dans votre activité. Pourquoi ce poste, alors même en libéral, peut être très intéressant pour vous. Okay. Et ensuite, comme je vous l'ai indiqué, on passera sur des questions-réponses sur tout ce qu'on a pu voir pendant cette petite conférence. Donc, on attaque sur… Voilà, donc mon parcours. Alors, mon parcours, donc j'ai eu une formation initiale en commerce, donc moi plus sur la partie management commerce. J'ai fait beaucoup de commerce et de prêt-à-porter pendant un temps. Et ensuite, j'ai voulu m'orienter plus sur une carrière plus administrative et notamment pour garantir un peu, clairement, au départ, c'était
plus pour garantir mes week-ends, ma tranquillité. Et j'en avais un peu marre aussi dans le commerce de tout ce qui est objectif chiffré, la course à la rentabilité à tout prix. Voilà, donc j'ai voulu vraiment me tourner sur quelque chose de plus médical et plus administratif. Donc j'ai postulé à un poste de secrétaire médical dans un centre dentaire, où j'ai pu en fait voir un petit peu tout un nouvel univers avec des chirurgiens dentistes super. Et là, donc, j'ai pu un petit peu commencer mes connaissances en dentaire. Alors, au départ, je suis arrivée dans le dentaire, c'est à peine si je savais ce que c'était une couronne, clairement. C'était vraiment la cata, comme peut-être tous. Et ensuite, donc, j'ai pu acquérir des connaissances, etc. Alors, comment j'ai pu, moi, évoluer au sein de mon cabinet, de mon centre? Alors, c'est un petit concours de circonstances, puisque j'ai eu un ancien responsable qui est tombé malade. Donc, au fur et à mesure, on m'a confié certaines tâches que j'ai réalisées aussi bien que j'ai pu. Donc, j'ai pu accéder à certaines tâches et puis j'ai pris clairement le lead. J'ai pris le lead sur des tâches qu'on ne me confiait pas forcément, mais qui m'intéressaient. J'ai pu mettre en place des dossiers de subvention, certaines actions promotionnelles ou développer certaines actions aussi en faveur des publics précaires, etc. Donc voilà, j'ai un petit peu, je vous dis, il ne faut pas vraiment attendre qu'on vous demande de faire les choses, il faut vraiment prendre le lead sur votre activité, sur votre destin. Donc, à partir de là, j'ai pu accéder dans ce même établissement à un travail de coordinatrice. Et une fois que j'ai eu terminé cette expérience professionnelle pour des raisons personnelles, j'ai postulé à d'autres secteurs et notamment à trois endroits, trois cliniques dentaires principale sur la France. Donc, les trois m'ont appelé, le poste sur les trois était disponible et en tout cas était OK pour moi. J'ai préféré choisir, alors je ne vous cache pas, j'ai préféré choisir un qui avait une rémunération un peu moins intéressante au départ, mais qui par contre avait des perspectives d'évolution beaucoup plus grandes. En tout cas, c'est ce dont on m'a parlé à mon embauche. C'est ce qui a fait que j'ai signé avec cette structure. Et effectivement, pour le coup, on ne m'a pas menti puisque 2 ans plus tard, je suis responsable de plusieurs centres au sein de cette structure. Voilà, alors je vous ai parlé du poste de… Moi, j'ai accédé au poste de coordinatrice. Vous allez me dire, mais là, on parle d'office manager, quelle est la différence? La différence entre l'office manager et la coordinatrice, clairement, il n'y en a pas. C'est uniquement le secteur d'activité. En libéral, on appelle ça un office manager ou une office manager. Et en centre, des centres privés ou mutualisés, on appelle ça des coordinatrices, coordinateurs. Donc, dès que vous allez voir des annonces de recherche d'emploi, etc., sur Indeed, sur Pôle emploi, etc. Quand vous allez voir le mot coordinatrice, en fait, c'est la même chose, c'est office manager. Donc, ça, c'est pour la différence. Ensuite, quel est l'atout principal des assistants dentaires et pourquoi ils sont recherchés pour ce type de poste? Vous allez me dire, mais rien à voir. Là, on parle de choses plus administratives, etc. Alors, non. Le coordinateur, je vais vous faire la description de poste après, mais ce type de poste est très recherché parce que les assistants dentaires connaissent toute la partie hygiène, connaissent toute la partie, connaissent leur chirurgien dentiste et ont eu des expériences professionnelles avec des chirurgiens dentistes. Et plus vous avez d'expérience dans ce domaine, au plus vous allez être en fait des atouts pour des nouvelles structures ou pour un dentiste libéral. L'atout également des assistants dentaires, c'est qu'ils ont une grande partie du travail de coordinatrice qui consiste à vendre clairement des plans de traitement. Alors, bien sûr, attention, on ne parle pas du tout de surtraitement, on parle vraiment des plans de traitement qui sont absolument recommandés pour des patients. Et donc, clairement, pouvoir montrer à la suite du rendez-vous avec le dentiste, voilà, là, vous allez avoir besoin, en montrant la radio, là, vous allez avoir besoin d'un bridge parce que là, regardez, alors, il y a-t-elle un trou comme ça? Sinon, on pourra éventuellement vous proposer un implant, bien entendu. Voilà. Ça montre en fait l'efficacité de la personne que vous avez en face de vous.
Et, les gens sont rassurés, bien sûr, quand vous avez quelqu'un qui parle de façon très professionnelle et qui connaît le travail. Hein. Ça, honnêtement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué en tant que secrétaire, qui m'a beaucoup manqué et qui, pour le coup, les assistants dentaires l'ont de par leur formation de base. Hein. Voilà, donc ça, c'est ce qui est l'évolution de carrière. Alors, je précise que j'ai eu moi-même à former des assistants dentaires dans des différents centres qui sont devenus coordinateurs et coordinatrices ou même qui ont basculé dans le libéral. Donc, vraiment, ce n'est pas du tout quelque chose de flou pour moi et ce n'est pas du tout quelque chose qui est rare. Voilà, c'est très, très, très répandu. Et vraiment, pour moi, il n'y a aucun frein à accéder à ce type de poste. Alors, en quoi consiste le poste? Le poste se décompose en plusieurs pôles. Je dirais, en gros, on va parler de management, on va parler de communication énormément, on va parler également de commerce. Donc là, on est sur la partie commerce avec l'optimisation du chiffre d'affaires, d'accord? Clairement, c'est le nerf de la guerre, notamment quand vous avez, alors ça peut être des centres, ça peut être des libéraux également, vous avez un personnel à payer, vous avez des charges, etc. Donc, le nerf de la guerre, c'est le chiffre d'affaires, hein, d'accord? Donc là, comment on fait pour optimiser un chiffre d'affaires? Vous avez plusieurs solutions avec notamment le tiers payant. Alors, en centre, bien sûr, les centres ont des gros systèmes de tiers payant avec des personnes qui sont vraiment dédiées, un peu moins libérales. Toujours est-il que si jamais vous avez un centre qui a la possibilité de faire le tiers payant, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus simple puisqu'en fait, les prises en charge sont demandées directement par le centre et vous ne rappelez les patients que pour leur dire que pour leur communiquer leur reste à charge. Si jamais vous êtes en libéral, à ce moment-là, beaucoup de libéraux savent comment ça se passe. Vous demandez un chèque de caution qui laisse et que vous encaisserez qu'une fois que le patient sera remboursé. Mais dans le cas du libéral, ça implique un rappel de patient vraiment quotidien, puisque dans ce cas-là, vous allez vraiment rappeler tous les patients qui ont eu un devis. D'accord ? Ensuite, vous avez le rappel de patient. Une fois que vous avez fait votre rappel, le patient est là pour débuter ses soins. Vous allez convenir avec lui d'une entente financière. D'accord ? Tous les règlements, à mon sens, alors ça, sur le chat, je verrai si les gens sont d'accord avec moi ou pas. Mais en tout cas, tous les règlements doivent être faits, à mon sens, d'avance. D'accord ? Pour ce qui concerne, que ce soit les prothèses, les implants, les traitements ortho, tout doit être fait d'avance. Alors, attention, je ne dis pas que l'argent va être encaissé d'avance. Hein. Je dis juste que nous devons avoir tous les règlements en main avant. D'accord? Pourquoi? Parce que on va engager des frais de prothésiste, on va engager des frais de structure, clairement, et ça évite également les impayés. Si vous posez une prothèse, le patient s'en va et vous attendez qu'il vous règle, voilà, il ne reviendra jamais. Hein. Enfin, il reviendra jamais peut-être, mais en tout cas, vous avez le risque qu'il ne revienne pas et ça peut générer des impayés, etc. Ensuite, c'est très important aussi pour la com, c'est de faire remonter les remarques des patients au chirurgien dentiste. D'accord? Si les patients doivent faire remonter toutes leurs expériences en cabinet, tous leurs rendez-vous, soit vous, si vous êtes à l'accueil, en tant qu'office manager dans libéral, soit à la chargée d'accueil ou à votre secrétaire. Très important. La secrétaire doit toujours demander est-ce que ça s'est bien passé, si ça ne s'est pas bien passé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Alors, on peut avoir ça peut être, tout n'est pas noir ou blanc, ça peut très bien être gris, ils peuvent vous dire oui, ça s'est super bien passé, par contre, j'ai pas très bien compris ça, il m'a parlé à un moment donné de dévitaliser, mais je ne sais pas. Donc ça, vraiment faire remonter au chirurgien dentiste pour que déjà, pour tout le monde, c'est bon de se remettre en question, et surtout pour qu'on puisse éventuellement, pour ce patient, faire un peu plus attention à telle chose au prochain rendez-vous, s'il en a un. D'accord? Donc, on doit également, pour moi, maîtriser le poste d'accueil. C'est très important de maîtriser l'accueil, de maîtriser les rendez-vous, appeler les patients, puisque ça favorise en fait la communication avec vos patients. Et ça, c'est très important quand vous avez un patient ou des patients, c'est très important de les appeler par leur nom de famille. Si vous les reconnaissez, vous les connaissez, ça, c'est vraiment super important. Moi, j'ai géré
grande structure à Marseille et les gens me disaient mon Dieu, mais vous vous rappelez de mon nom avec le mode que vous avez, voilà. Mais vraiment, ça les touche. Il faut vraiment essayer au maximum, bien sûr, quand le patient vous voyez qu'une fois, vous n'allez pas vous rappeler que c'est monsieur un tel, mais vraiment essayer au maximum de conserver ceci, c'est très important pour la communication en cabinet. Ensuite, vous allez lister les demandes et les prioriser au sein du personnel, d'accord? C'est très important de prioriser, notamment, encore une fois, je reviens sur mon expérience, mais quand vous avez une structure avec 25 personnes, quand 20 personnes viennent taper à votre porte, il faut vraiment prioriser les tâches, sinon vous allez vous laisser complètement submerger par tout ça. Idem si pendant un temps, vous faites assistant dentaire et office manager et directrice. Lucie peut le dire. Je pense que si vous priorisez pas vos tâches et que vous planifiez pas vos tâches, là, voilà, si entre deux stés, vous devez appeler le mec parce que le stérilisateur fonctionne pas ou parce qu'il y a un problème sur telle chose, voilà, vous êtes vite noyé et surtout, faites pas un travail efficace. D'accord. Ensuite, quand vous avez, là, je parle quand vous avez une équipe de 3 ou 4 personnes, il faut planifier les tâches de chacun également. C'est très important. Pas se dire, ah ben, quand j'ai un moment, enfin, pas que la secrétaire se dise, ah ben, quand j'ai un moment, je rappellerai un patient. Quand j'ai un moment, ben, j'irai faire ça. Non, non. C'est planifié. Alors, on laisse quand même une liberté aux gens. Hein. On ne va pas non plus les enfermer complètement dans des plannings très stricts. Néanmoins, on doit dire quand même, voilà, de telle heure à telle heure, ou en tout cas pendant 2 heures aujourd'hui, il faut me faire absolument du rappel de patients, ou il faut me faire absolument les impayés, il faut que les impayés soient nickel à la fin de la journée. Voilà, très important de planifier les tâches de chacun. Et derrière, bien sûr, le contrôle. On contrôle, hein, on planifie et ensuite on contrôle. On ne va pas contrôler systématiquement le lendemain matin, oui, ça est déjà pas fait. Voilà, vraiment dans la limite du raisonnable, mais on ne peut pas non plus donner des tâches à des personnes et pas du tout contrôler derrière. Hein. Ensuite, si vous avez une direction ou un chirurgien dentiste qui est votre responsable, il faut faire du reporting. C'est-à-dire que vous allez lui dire, bon, ben voilà, cette semaine, on a fait telle réunion, ou telle personne, tel patient nous a fait remonter que ça n'allait pas, on a le tableau à changer, on a, voilà. Mais vraiment tout condenser, alors ça peut être un compte rendu hebdomadaire, ça peut être lors d'un débriefing oral planifié, mais c'est important aussi que votre direction soit au courant de tout ça. Hein. Ensuite, Nadia, on a une petite question, je me permets. Il y a Sandrine qui nous dit qu'elle émet une petite objection et je trouve qu'elle est assez intéressante par rapport au nom de famille. Je sais que c'est vrai que c'est important de se rappeler des patients et c'est vrai que ça donne un accueil bien personnalisé. Mais elle se pose la question du secret professionnel. Donc, je pense que bien évidemment, on parle de recevoir les patients dans un bureau, mais comment à la limite le mettre en place du coup pour garder l'avantage de la personnalisation sans rompre cette histoire de secret professionnel finalement, secret médical vis-à-vis des noms. Alors, le patient, bien sûr, on ne va pas l'appeler, je mal fait comprendre, on ne va pas l'appeler dans la salle d'attente devant 10 patients, monsieur un tel. Voilà. Voilà, on ne va pas dire, alors monsieur un tel, ça va toujours votre trou dans la 16. Bon, on va vraiment essayer, là, je parle vraiment d'un patient, quand il est en cabinet, ça peut être l'assistant dentaire, alors monsieur, alors vous allez me dire, oui, ben, on peut le regarder sur le planning, oui, c'est vrai, mais moi, en tant que responsable, ça peut être aussi, quand je croise un patient seul dans le couloir, c'était souvent plutôt ça en fait, hein, plus, ou quand je le vois dans le bureau pour finaliser une idée financière, ou même honnêtement, ça peut arriver quand je le croise dans la rue devant le centre, voilà, c'est bien sûr, vous n'allez pas dire à un patient devant 10 personnes les noms de famille. Donc c'est vrai, c'est une très bonne remarque et c'est vrai, faut surtout pas le faire devant d'autres patients. Hein. Vraiment essayer de le garantir quand vous pouvez. Voilà, quand vous pouvez. Oui. Puis même prendre un petit note si vous l'accompagnez à la panneau ou des choses comme ça, que vous l'avez déjà vu. Hein, c'est un patient qui vient régulièrement, vous faites une panneau de contrôle ou un point de BIM ou peu importe. Voilà, alors comment allez-vous, comment vous sentez, monsieur, voilà. Donc la glace, c'est vrai que ça les met à l'aise. Oui, je pense. Voilà. Donc ensuite, on va passer au management des équipes que je vais développer dans le point 5. Au niveau des qualités, alors ça, j'ai mis les qualités d'un office manager ou coordinateur, mais je peux dire d'un manager. Hein.
en général. Ce sont les mêmes qualités pour moi qu'il faut avoir dans tous les corps de métier, et notamment quand vous avez des responsabilités, ou pas d'ailleurs, mais notamment quand vous avez des responsabilités. C'est très, très important. Alors, je ne vais pas faire de démagogie trop importante, mais en tout cas, le sourire. Ça, c'est super important. Vous rentrez dans votre cabinet, vous rentrez dans votre centre, vous avez le sourire, d'accord? La vie personnelle, on la laisse vraiment dehors. Je sais que parfois, c'est pas facile, hein, on a tous eu des coups durs, mais vraiment, vous êtes vraiment l'image et la personne qui donne l'impulsion et le ton de votre cabinet, de votre centre, d'accord? En tant que manager ou en tant que responsable, il faut vraiment, les gens, si vous tirez la tronche toute la journée, déjà, ils ne vont pas oser venir vous voir, ils vont être mal parce que, pour moi, clairement, la mauvaise humeur et la déprime sont contagieux. Donc, vraiment, il faut vraiment essayer au maximum d'être vraiment souriant et d'avoir une joie de vivre, dire bonjour, sourire, comment ça va, voilà, essayer, c'est super important. Ensuite, la rigueur. Ça, c'est pareil, c'est dans tout type de poste, mais il faut vraiment essayer vos tâches, de les mener de A à Z. Voilà, on met pas, on commence. C'est pour ça que c'est important de prioriser. On commence pas ça, après on va là, après voilà, parce que c'est pas du tout efficace. Et d'autant plus dans le dentaire, il y a besoin d'énormément de rigueur. Vous le savez, il faut faire signer des consentements, il faut faire signer des devis, il faut parce que après vous avez des problèmes juridiques, vous avez plein de soucis. Donc vraiment très important la rigueur. En orthodontie, etc. Bon, je ne m'attarde pas, mais vous avez compris un peu le sens de cette rigueur dans le milieu médico-dentaire. Ensuite, vous devez avoir quand même une capacité commerciale. Vous devez quand même essayer, alors pas autant que dans le commerce à proprement parler, néanmoins, vous devez quand même suggérer les plans de traitement et essayer, alors quand je dis capacité commerciale, c'est essayer de lever les freins qu'on peut avoir, d'accord? Le frein qui s'appelle le frein financier, le frein de la peur du dentiste. Tous ces freins-là, vous devez être quand même en mesure, par des outils. Alors, le frein financier, on peut se dire, oui, nous, on propose des 4 fois sans frais, ou on propose d'attendre le mois prochain, ou on propose d'attendre que votre mutuelle vous rembourse. Voilà. Mais en tout cas, la généralité, c'est vraiment d'essayer d'enlever tous ces freins qui requièrent en fait quelques capacités commerciales pour essayer de voir, déjà, d'essayer de les déterminer, ces freins-là, pour pouvoir, à un moment donné, les enlever. Ensuite, on a l'organisation et la priorisation des tâches. Ça, j'en ai déjà parlé, donc je ne reviens pas dessus. Le sang-froid, très important, d'accord? Très important, vous avez énormément de stress. Et en tant qu'assistant dentaire, vous savez que alors les chirurgiens dentistes j'avais vu une étude sur le fait que ce soit les deuxièmes après les pilotes d'avion, les deuxièmes plus stressés au niveau des corps de métier. Donc parfois, ça se répercute sur nous. Donc vraiment, il faut essayer, alors pas que ça, bien sûr, hein, vous pouvez avoir des soucis parce que l'informatique ne fonctionne pas, votre panneau ne fonctionne pas, comment on fait, est-ce on décale les patients, on annule tout, voilà. Alors là, si vous perdez pied dans des situations comme ça, votre équipe, vous l'avez perdue. Hein. Clairement, vous l'avez perdue, c'est super important de garder son sang-froid. Et ça ne suffit pas, c'est pour ça que j'ai ajouté et le discernement, d'accord? Parce que vous pouvez très bien être comme ça, sans froid, super, vous restez comme ça, mais par contre, à l'intérieur, c'est tellement, ça bouillonne tellement que vous n'arrivez plus à savoir ce qu'il faut faire, en fait. Donc, vous manquez complètement de discernement à ce moment-là. Donc, il faut vraiment essayer de se poser. Alors, il y a des tas de techniques qui permettent ça, soit la méditation, soit se mettre dans un coin, soit laisser passer quelques heures, soit aller boire un café. Voilà, ça peut être l'hypnose aussi. On va proposer l'hypnose. Voilà, on est bien sur un rétro-contrôle, oui. Exactement, voilà. L'hypnose, enfin, on peut faire plein de choses, ça se travaille, hein, c'est sûr. Hein, je ne vous dis pas qu'il y a 10 ans, j'avais autant de sang-froid qu'à l'heure actuelle. Mais en tout cas, vraiment, et le sang-froid aussi en cas de conflit, hein, pareil. Hein, s'il y a un conflit, on laisse passer, on ne prend pas sous la colère, on laisse passer le lendemain, on recadre tranquillement le lendemain, etc. Hein. Ensuite, donc, il y a la diplomatie, l'art de faire passer un message. Bon, ça, c'est assez clair. Hein, vous dites pas comme ça de façon brute, vous annoncez pas des choses surtout qui peuvent vous contrarier. On essaie de faire passer les messages de la façon la plus diplomate possible, mais il faut quand même les faire passer. Hein. Donc, la capacité à fédérer. Comme manager, c'est super important. Donc, vous devez avoir une capacité à fédérer autour de vous.
C'est-à-dire, on est dans la même barque, on est ensemble, on a ce projet-là, il faut avancer, voilà. Donc, vous devez avoir vraiment une capacité à fédérer. Alors, ça peut être par plein d'outils que je pourrais déjà détailler dans la classe la semaine prochaine, mais ça peut être aller, c'est bête, hein, mais aller dîner au restaurant de temps en temps avec votre équipe. Ça peut être participer à des événements sportifs, à des événements culturels. Voilà, plein de choses comme ça qui sont super importantes pour fédérer une équipe. Et la confidentialité, bon, ça, je ne l'apprends pas. Vous avez et le secret médical et le secret également des chiffres, etc. En libéral, l'office manager peut être amené à être en contact avec la comptable, avec tout ça. Donc, tout ça, bien sûr, ça ne sort pas du cadre du poste. Et vraiment, on ne sort absolument jamais ces documents ou ces informations hors du cabinet ou hors du centre. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, Lucie? Alors, pour le moment, je pense que tout le monde était très studieux et écoutait les paroles, Nadia. Profitez-en du coup, hein, on va voir s'il y a des petites questions qui reviennent. Moi, à la limite, ce que j'avais envie de savoir, c'est si une formation, je dirais, une formation in situ suffisait du coup à obtenir ce poste de coordinatrice, ou s'il y avait une filière spécifique pour que justement tout le monde qui est présent aujourd'hui puisse savoir si ils peuvent prétendre du coup à postuler demain à un poste d'office manager ou de coordinatrice dans un cabinet dentaire. Alors, des formations, en tout cas diplômantes, il n'en existe pas. À l'heure actuelle, qu'on soit bien d'accord, des formations diplômantes, il n'en existe pas. Je vais juste fermer ça pendant que je vous parle, comme ça, bon, voilà. Donc, des formations, parce que je vois qu'il y a quelques questions aussi, je vais pendant l'instant. Des formations donc diplômantes, il n'en existe pas. Hein. C'est clairement de l'évolution. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire cette formation aujourd'hui. Ça a un avantage premier, c'est que tout le monde peut l'être. D'accord. Demain, vous êtes en libéral, vous avez envie de devenir coordinatrice en centre, par exemple. Eh bien, vous allez essayer de faire un maximum de tâches qui a trait à ça. Alors, ça peut être en plus de votre travail d'assistante, hein, mais en tout cas, il faut vraiment essayer de se donner les moyens. Ça peut être donc sur un CV, et au fur et à mesure, vous allez évoluer avec toutes ces tâches-là et ces qualifications-là que vous allez avoir au poste que vous souhaitez. Donc, des diplômes qualifiants, il n'y en a pas. Après, il existe des diplômes, pardon, il n'en existe pas. Par contre, des formations qualifiantes, comme Lucie, elle peut proposer, ou internes, c'est-à-dire vous allez rentrer dans des groupes ou dans des structures qui ont plusieurs centres ou des dizaines de centres, ils vont vous former un interne. Moi, quand vous rentrez dans ma société, je vous forme. Je vous forme de A à Z, c'est-à-dire que normalement, vous sortez de là, vous êtes censé être effectivement coordinateur ou coordinatrice. Et à ce moment-là, effectivement, l'expérience fait que si vous voulez être coordinateur dans une autre structure, on peut postuler en tant que, à partir du moment, en gros, on atteste avoir réalisé l'ensemble de ces tâches et être en fonction. Finalement. Exactement. C'est différent de la sédentaire où effectivement il faut vraiment un diplôme. Voilà, là c'est comme moi quand j'ai postulé au poste de secrétaire, il n'y a pas forcément. Alors oui, il y a des diplômes de secrétaire médical, mais enfin, vous pouvez quand même être secrétaire si vous passez un bon entretien et que vous avez quelques capacités un peu relationnelles et d'organisation, vous pouvez l'être. Donc voilà, je pense que tout le monde, toutes les assistantes ou secrétaires qui veulent se donner les moyens peuvent y arriver. Il y a quelques petites questions, je pense que tu les vois, Nadia, par rapport justement à ce nombre d'années d'expérience, demande Anthony, en tant qu'AD pour être coordinateur. Donc, a priori, comme… Combien d'années d'expérience en tant qu'AD? Honnêtement, je ne peux pas vraiment parler d'années d'expérience. Alors moi, si je prends le cas d'un contrat pro, par exemple, hein, qui aurait commencé vraiment donc ces 18 mois de formation, je pense que pour accéder à un poste de coordinateur ou coordinatrice, c'est à peu près 2 ans. D'accord. Je pense qu'à peu près 2 ans, vous avez quand même pas mal d'expérience. Vous avez vu beaucoup de patients. Alors, 2 ans, pas faire
que du fauteuil et que de la sté. Il faut essayer vraiment de développer toutes les qualités que j'ai pu exposer avant. Et vraiment se donner les moyens. En fait, il faut vraiment essayer de faire un maximum de tâches, même si on ne vous les demande pas. Essayer de voir, tiens, j'ai monsieur un tel que je connais, il faudrait le rappeler parce qu'il a un gros devis, voilà. Pareil, vous encadrez si vous êtes avec 3 ou 4 personnes, mais peut-être en proposant des choses, en étant là, en essayant de résoudre tous les soucis, finalement, vous allez prendre le lead de façon naturelle, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, alors, il y a toujours des soucis parce qu'il y a des guerres d'ego, etc. Mais en général, les gens vont être tellement contents que vous preniez en main ça qu'en fait, finalement, de façon naturelle, vous allez prendre le lead et de facto, vous allez devenir en fait manager d'une équipe de 4 personnes sans forcément vous en rendre compte. Sauf qu'à un moment, votre chirurgien dentiste ou votre responsable va s'en rendre compte et va vous donner le poste, quoi, en fait, tout simplement. Là, on a Catherine et Virginie qui nous disent que ça fait en moyenne à peu près plus de 30 ans qu'elles sont assistantes dentaires, qui a priori font ces fonctions, mais ont encore ce statut d'assistante dentaire et n'arrivent pas à peut-être n'ont pas pensé aussi à le demander. Est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose à leur conseiller pour leur évolution? Alors, déjà, c'est en libéral? Oui. Alors, je n'ai pas encore le retour. Je pense qu'elles vont nous répondre. Dites-nous déjà si on parle de libéral ou de centre. Alors, c'est comme tout, si vous ne demandez pas, vous n'allez pas l'avoir. Voilà, c'est simple, c'est précis. Alors, la semaine prochaine aussi, je vais détailler les techniques de négociation salariale, que ce soit négociation salariale ou négociation de poste. Mais en gros, c'est tout simple. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez rien, mais ça c'est valable pour toute la vie. Et si jamais effectivement vous avez si ça ne vous convient pas, il faut partir. Voilà, il faut demander, il faut négocier. Voilà, moi je fais telle tâche. Alors, ce que je conseille aussi, alors ça je le détaillerai plus la semaine prochaine, mais déjà d'une façon générale, à chaque fois que vous faites des tâches, c'est très important de ne surtout pas demander une prime ou quelque chose. C'est-à-dire, vous allez faire un peu plus. Vous n'allez pas dire, ah ben tiens, là, ça fait 2 mois que je me tape les encaissements, ce serait bien que le problème, quand vous allez arriver à votre négociation annuelle, il va vous dire, ouais, mais enfin, moi, je vous ai donné tant, je vous ai donné 200 € pour avoir fait telle chose, ou je vous ai donné Donc, en fait, ça ne va pas avoir forcément la valeur que vous voulez. Je pense que c'est très important de négocier à des moments clés, pas tous les 2 mois, sinon ça ne va plus du tout. Ils vont se dire, finalement, si elle me demande tous les 3 mois, bon. Mais après, je pense qu'il faut travailler son entretien individuel. Ça, c'est très important. Ça, normalement, c'est une obligation. Donc, normalement, tous les chirurgiens dentistes ou tous les patrons sont censés vous le faire. Et là, c'est important, cet entretien individuel, je le développerai la semaine prochaine. Très important de bien le préparer. D'accord? Très bien le préparer. Qu'est-ce que vous avez fait à court terme pour l'entreprise? Alors, je dis l'entreprise, mais le cabinet. Qu'est-ce que vous avez fait à court terme pour l'entreprise? Qu'est-ce que vous envisagez à moyen terme? Qu'est-ce que vous allez envisager à long terme? D'accord? Donc, ça, je pense que c'est super important. Et c'est super important aussi d'essayer de se rendre un peu indispensable, en fait. C'est-à-dire que vous vous dites, le jour où vous direz à mon patron, bon, ben maintenant, vous êtes bien gentil, mais moi, je m'en vais. Voilà, vous vous dites, en fait, si je m'en vais, pas tout qui s'écroule, mais bon, il va avoir du mal à me remplacer. Donc voilà, essayez un petit peu de faire tout ça. D'accord. Après, on a quelques petits retours par rapport au fait et aux petites contraintes qui pourraient être en libéral. J'entends bien parce que beaucoup de monde me dit on est seul avec le chirurgien dentiste en libéral et c'est vrai que des fois les conditions d'accès aux évolutions sont un peu plus compliquées. En l'occurrence, là, je me dois de prendre la parole et de parler un peu de moi. Ça faisait longtemps. Oui, tout à fait. C'est un très bon exemple. En l'occurrence, le libéral permet aussi l'évolution, même si des fois, comme certaines me l'ont dit sur le chat, les fonctions sont un peu réparties avec le secrétariat. Moi, je fonctionne dans un cabinet où effectivement, on a un secrétariat. Ça ne m'empêche pas non plus d'être assistante, de faire mon travail d'assistante, c'est-à-dire que je
je vais au bloc tous les matins. On a un cabinet exclusif en implantologie. Je vais au bloc tous les matins et mes après-midi sont réservés justement à mon poste de directrice administrative de cabinet et où finalement je gère toute la partie administrative, la partie RH et j'ai bien cette évolution finalement de poste parce que je ne suis pas uniquement assistante dentaire mais j'ai atteint un autre poste. D'ailleurs, c'est ce qui figure aussi sur ma fiche de salaire et sur mon contrat. Donc, il y a des possibilités. C'est pas uniquement en centre. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de proposer cette vidéo pour que tout le monde puisse se rendre compte que des possibilités existent. Maintenant, bien évidemment, il peut y avoir des structures où votre patron, votre dentiste peut être peut-être fermé à ces perspectives d'évolution. Maintenant, à vous de voir si finalement cette position vous convient ou non. Et en quel cas, envisager peut-être de trouver une autre structure, je ne sais pas. Mais voilà, c'est quand même des exemples ça existe, c'est possible. On n'est pas en train d'essayer de vous expliquer que ça ne peut se faire que sur des grandes structures ou que des grands centres. Ça peut être à petite échelle pour vous qui êtes demain au cabinet libéral avec votre chirurgien dentiste. Pourquoi pas? C'est important de garder l'espoir, comme dit Nadia, je pense, de prendre ce lead, de prendre les choses en main et d'aller de l'avant pour vous et pour votre évolution. Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est très important. Après, si je peux me permettre, si vous êtes inscrite à cette conf, j'imagine que c'est que vous avez des perspectives d'évolution, vous avez envie d'évoluer. Après, on ne fait pas de magie. Si effectivement vous êtes avec un praticien qui est très fermé, où il y a effectivement pas de possibilité d'évolution, vous galérez à lui demander 200 € pour Noël, je vais pas vous dire, vous allez pouvoir le changer. Moi, ce que je peux vous donner, c'est des outils, c'est de prendre effectivement le lead sur des tâches, de faire des tâches, de lui dire, bon, ben voilà, là, par contre, j'ai fait tant de présentations de devis, j'ai rappelé tant de patients, j'ai optimisé votre agenda de telle sorte. On a fait, j'ai une bêtise, 15% de plus que le mois dernier, ou qu'il y a 6 mois, parce qu'en un mois, c'est un peu compliqué, mais voilà, j'aimerais bien, à un moment donné, voilà, accéder à une autre fonction ou me libérer quelques temps de telle tâche. Je vais développer ensuite un petit peu comment on peut faire, justement pour se libérer un peu de temps en tant qu'assistante, parce que c'est pas facile. Après, oui, si vous me dites c'est au bon vouloir du dentiste, comme dit Sylvie, effectivement, votre dentiste, si c'est votre patron, c'est au bon vouloir du dentiste. Je ne peux pas vous dire le contraire, comme c'est au bon vouloir de mon patron également de me donner un poste évolutif ou pas. Mais c'est au bon vouloir du dentiste, mais c'est vos compétences aussi. C'est vos compétences, votre niaque. Et à un moment donné, si jamais ça ne vous convient pas ou ça ne vous convient plus, et là je précise et je persiste et je signe, peut-être que je vais avoir plusieurs personnes pas d'accord avec moi, mais à n'importe quel âge. À l'heure actuelle, dans le monde du dentaire et dans le marché du travail du dentaire, il s'ouvre des centres partout et tout le temps qui recherchent tout le temps des personnes, que ce soit à 40 ans, à 50 ans, à 55 ans. Enfin, peu importe vraiment, si vous avez cette envie, cette perspective d'évolution, cette envie d'évoluer, c'est un marché pour moi du travail qui est vraiment très florissant. Je vous dis, moi, j'ai envoyé 3 CV, les 3, c'était sûr que c'était oui. C'est moi après qui ai fait mon choix. Donc vraiment, après, oui, c'est comme tout dans la vie. Si vous ne prenez pas un minimum de risque, si ça ne vous convient pas et que vous restez, je ne vais pas pouvoir vous donner d'outils pour faire changer votre dentiste du tout au tout, hein, malheureusement. Malheureusement, si je pouvais, je le ferais. Mais voilà. Mais en tout cas, ce poste-là, je précise qu'il existe en libéral. Il existe en libéral. J'ai formé moi-même une de mes assistantes dentaires qui est partie en libéral. Alors certes, c'est un spécialiste implanto-ortho, mais elle fait 80% de son temps ça et 20% de fauteuil. Voilà. Donc vraiment, c'est important de le préciser. Est-ce qu'on peut faire juste une... Oui. Oui, on va les reprendre. On a eu 3 fois la petite question, mais je pense que ça, à la limite, on pourra le développer aussi la semaine prochaine. Mais les différences de salaire, majoritairement, est-ce qu'il y a une grille? Non, il n'y a pas de grille. Il n'y a pas de grille. Il y a une grille, oui, bien sûr, il y a une fourchette. Hein, je ne vais pas vous dire pas de grille. Enfin, il y a pas de, en fait, du fait que je vous dis, il n'y a pas de diplôme, c'est pas comme dans certaines mutualités ou dans certaines structures où on va vous dire, bon, avec bac plus 3, tant d'années, vous allez être à temps, à tel échelon.
c'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est tout avec vos compétences et ce que vous apportez. Alors, la fourchette, elle va être entre 2000 et peut-être 2005. D'accord. Voilà, après c'est tout l'art aussi de négocier, tout l'art voilà, de savoir un peu. Là, je parle vraiment des grilles générales. Voilà, en général, c'est ça. Après, ça évolue. En mutualité, ça peut être plus, ça peut être moins. En privé, ça peut être plus, moins. Voilà, c'est vraiment tout dépend. Alors, du coup, je repasse un petit peu sur mon petit PowerPoint et sur mon management qui me tient à cœur, puisque c'est mon domaine principal de compétences. Donc, pour ceux qui ont fait un petit peu de management, vous savez à peu près qu'on a 4 principaux types de management, d'accord? On a alors là, c'est sympa parce que vous allez voir avec vous qui avez des chirurgiens dentistes comme patron ou même si vous êtes en centre, vous allez voir un petit peu quel type de manager vous avez. Alors, ça peut être un peu des deux, un peu des quatre même, hein, mais voilà, c'est vraiment sympa ce type de choses parce que c'est aussi de la sociologie. Hein, vous arrivez à voir un petit peu le comportement des gens, etc. Donc, vous avez le management directif. Alors, ça, c'est directif ou autoritariste. C'est un manager donc qui impose ses décisions sans forcément vous consulter, d'accord? Il impose ses décisions, voilà, il va y avoir tel changement, désormais ça va se passer comme ça, voilà. Donc il impose vraiment sa volonté sans forcément consulter les personnes, d'accord? Alors l'avantage de ce type de management, clairement, c'est de prendre des décisions rapidement, ok? Ben, du fait qu'on ne demande pas de l'avis à Pierre, Paul ou Jacques, ben oui, effectivement, on va très rapidement mettre en place les choses et voilà. Alors, on se trompe parfois, on peut se tromper hein, quand on ne prend pas l'avis à droite à gauche. Surtout, les limites de ce type de management, c'est que ça n'encourage pas les prises d'initiative individuelles. Vous allez pas, au bout d'un moment, vous allez proposer une chose, vous allez voir que c'est non. Deuxième chose, c'est non. Troisième. Bon, après, au bout d'un moment, vous allez dire bon, ben, c'est bon, tant pis, je fais comme il dit et niet. Et ça peut également, ben, du coup, frustrer les envies d'évolution des personnes et l'implication en fait des personnes, parce que finalement, à chaque fois que vous voulez évoluer, vous ne pouvez pas, parce qu'en fait, pour évoluer, logiquement, il faut des tâches en plus ou des choses un peu plus particulières. Donc, si jamais on ne vous laisse pas la possibilité de le faire, ben, au bout d'un moment, vous allez dire non, bon, ben, je vais m'en aller parce que moi, je n'ai pas de perspective d'évolution ici. Ensuite, donc, vous avez le manager participatif qui a une communication forte entre lui et son équipe qui participe tout au long de la vie du cabinet. Ah ben tiens, ce serait bien qu'on fasse telle chose, qu'on mette en place tel partenariat, qu'on fasse telle action. Voilà. Donc ça, c'est vraiment participatif, ce qui permet de valoriser clairement votre équipe. Mais ce type de manager, alors l'inconvénient ou la limite, c'est que le fait que ce soit participatif, on attend beaucoup d'idées et de choses, ce qui peut créer parfois certaines inégalités en des personnes vis-à-vis de personnes qui n'ont pas forcément autant d'idées que certaines autres ou qui n'ont pas forcément une organisation. Donc voilà, donc ça peut parfois déclencher quelques inégalités entre les membres du personnel. Ensuite, on a le manager persuasif. Alors celui-là, c'est un peu le guide. C'est-à-dire que normalement, il a de fortes capacités relationnelles et il est vu un peu comme un guide. Hein. Voilà, on va y aller ensemble, on va y arriver, on va aller dans tel objectif. Voilà, donc c'est aussi, hein, attention, c'est pas non plus, c'est pas le guide dans le sens gourou. Hein, c'est vraiment un guide, quelqu'un qui a de fortes capacités relationnelles, qui inspire et qui a un charisme, etc. Donc, en fait, qui va vous persuader de partir avec lui et d'aller avec lui dans cette aventure ou de monter son cabinet ou de s'étendre. Voilà, tout ça, c'est le manager persuasif. Alors, la limite, comme tous les types de management, c'est que parfois, il faut faire attention parce que la limite avec la manipulation est pas très définie. Il faut faire attention de ne pas paraître comme un manager manipulateur, d'accord? Parce que parfois, persuasif, le problème, c'est qu'il a tendance à beaucoup parler. Donc, parfois, on peut se dire, mais attends, il est là, il essaie de m'embrouiller, quoi. Voilà. Donc, voilà, il faut faire un petit peu attention. Hein. Ensuite, vous avez le manager délégatif. Donc, celui-ci, il permet surtout d'éveiller l'esprit d'équipe.
puisque vous allez déléguer des tâches, en fait. Hein. Alors, en testant, hein, toujours. Vous déléguez toutes vos tâches aux membres de votre personnel en les testant, d'accord? Vous allez tester, vous allez leur donner telle tâche ou telle tâche, et vous allez vous dire, ah ben non, mais celle-là, en fait, finalement, elle l'a pas fait comme je voulais, ou elle l'a pas fait comme il faudrait. Ou alors, tout simplement, elle n'aime absolument pas faire ça. On ne va pas déléguer des tâches à des personnes qui détestent vraiment les faire. D'accord? Donc voilà, on va essayer, alors au plus juste possible, hein, bien sûr, s'il y a une fille qui vous dit je déteste faire la sté, ouais, bon, tu vas quand même en faire à un moment donné un peu. Quoi. Donc voilà, il faut essayer de déléguer les tâches de façon équitable. Alors ça implique bien sûr que vous ayez un personnel impliqué et de bonne qualité, hein, bien sûr, parce que si on délègue des tâches à des personnes qui ne sont pas forcément très impliquées ou qui ne sont pas forcément… Alors de qualité, attention, hein, je mets une réserve, c'est pas de qualité dans ce qu'ils sont, hein, c'est vraiment de qualité, c'est-à-dire peut-être on les a pas assez formés, on les a pas assez guidés, on les a pas, voilà, c'est vraiment ça. Vous allez donner des tâches à des personnes qui n'ont pas eu, je vais dire, optimise-moi l'agenda sur Doctolib si le mec je l'ai pas formé à Doctolib. Bon, à un moment donné, on peut pas non plus demander ce type de choses. Hein. Alors, en libéral, messieurs, dames, les assistants et assistantes, vous allez me dire si je me trompe ou pas, c'est le danger du management paternaliste en libéral. D'accord? Qu'est-ce que c'est le management paternaliste? C'est celui qui, ça va pas trop dans votre vie ou vous avez des petits soucis financiers, il va vous donner un petit cadeau. Alors j'ai connu des dentistes, notamment un qui mettait à disposition un studio à son assistant dentaire. Ou voilà, ça peut être une petite enveloppe, ça peut être des choses comme ça. Mais bon, à contrepartie, il faudrait que tu restes jusqu'à 22 heures. Finalement, c'est à 22 heures tous les jours. donc voilà, il y a le danger. Alors, il y a le danger pour les deux. Hein. Il y a le danger pour l'assistant dentaire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, elle va se sentir tellement redevable que elle va pas oser dire non, elle va pas oser dire non, mais non, là, je peux pas rester jusqu'à 22 heures, là, je peux pas faire ça. Ah ouais, mais là, j'avais prévu de faire ça, donc non. Donc, elle va se retrouver dans ce schéma. Et pour le chirurgien dentiste aussi, il va y avoir l'inconvénient que la fille, elle va être en attente. Quoi. Si vous lui donnez, je dis une bêtise, 200 € par mois et que, comme ça, hein, je parle, hein, et que le troisième mois, vous lui donnez pas, parce qu'effectivement, même si vous avez fait un bon chiffre, là, ce mois-ci, vous avez eu l'URSSAF ou des charges exceptionnelles. Voilà, vous pouvez pas ou vous devez. Là, elle va dire, attends, mais comment ça se fait que m'a donné, là, non, voilà. Donc, je dis pas qu'il faut pas donner de primes ou qu'il faut pas impliquer financièrement vos salariés, pas du tout, loin de là. Par contre, il faut savoir le faire. Vous ne donnez pas quand la fille, elle a des soucis financiers, etc. Vous lui donnez une enveloppe. C'est pas comme ça. D'accord? Vous pouvez mettre en place un système de primes. Vous pouvez faire des cadeaux à Noël, des cadeaux pour son anniversaire. Au contraire, c'est très bien. C'est super. Vous pouvez mettre une prime, je sais pas, au semestre ou des choses comme ça. Vraiment, il faut que ce soit absolument cadré et pas rentrer dans ce management-là. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Alors, on a eu quelques petites questions, effectivement. J'essaie de reprendre un petit peu hein, le fil de la conversation. Quel type de management préférez-vous ou conseillez-vous le plus? Je pense que c'est intéressant. Alors, honnêtement, je pense que pour moi, le meilleur management, celui que je prône, c'est le délégatif. Pour moi, alors, le top du manager, mais c'est un peu compliqué, c'est de s'adapter et d'être un peu des quatre finalement, même le autoritariste. Parce qu'à un moment donné, vous êtes obligé avec certaines personnes de trancher, de dire non, mais par contre, on en a parlé, c'est bon, maintenant c'est comme ça, et voilà. Mais pour moi, le délégatif, parce que moi, je pars du principe que tous les salariés ont des qualités, il faut juste essayer de trouver quelles sont les qualités et sur quoi ils vont être les meilleurs. Et pourquoi pas les faire évoluer. Pour moi, ma grande fierté, c'est d'avoir des assistants dentaires comme j'ai eu, de contrat pro à responsable d'assistant dans des centres. Ou autre, ou comme je vous disais, une assistante qui est après office manager chez un libéral. Enfin, voilà. Ça, je pense que vous pouvez le faire que si vous déléguez des tâches. Parce que si vous ne déléguez pas de tâches, la personne, elle ne pourra jamais prouver ce qu'elle vaut. Donc, je pense que alors, c'est vrai que la limite, c'est d'avoir des personnes impliquées, etc. Mais pour les personnes, effectivement, après qui sont un peu moins impliquées, il va falloir être un petit peu plus directif ou persuasif. Voilà. Mais pour moi, effectivement, un des meilleurs, c'est le délégatif.
Alors, du coup, par rapport à ce type de management, il faut aussi adapter son management au profil de chacun. Donc, c'est ce que je viens de dire, hein. Vous avez des personnalités différentes au niveau de votre équipe. Alors, il y en a plein, hein. Ça, on pourra l'aborder aussi la semaine prochaine si ça intéresse certains, vous me direz. Mais on peut définir la personnalité des salariés et adapter son management. On va être délégatif avec les grands travailleurs, c'est-à-dire les personnes. Alors, attention, grand travailleur, ça ne veut pas dire quelqu'un qui travaille de 8h à 20h. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. Moi, je ne suis pas du tout fan des gens. Alors, parfois, c'est un peu ça. Les gens, ils voient une grande qualité aux gens qui ne comptent pas leurs heures, qui sont là de 8h à minuit. Ouais, mais en fait, si vous n'êtes pas organisé et que vous ne savez pas comment travailler, ça ne sert à rien de rester jusqu'à minuit. Au contraire. C'est une marque même, pour moi, un manager s'il a un prédécesseur qui arrivait à faire toutes les tâches dans un temps imparti et que lui, il termine à 21h ou 21h30 tous les jours, ce n'est pas un manager de qualité. Au contraire, parce qu'il n'arrive pas à faire les tâches qu'on lui a données dans le temps imparti. Donc, c'est une mauvaise organisation. D'accord? Les grands travailleurs, je veux dire les gens impliqués, les gens qui sont super impliqués, qui sont là avec vous, sur qui vous pouvez avoir confiance. Voilà, ça, c'est vous êtes négatif, là. Vous allez leur donner les tâches, vous allez dire, voilà, je vous donne ces tâches à faire, merci de les faire au courant de cette semaine. Voilà, vous leur donnez la confiance, les tâches qu'il faut. Après, vous avez des profils un peu plus empathiques, qui sont pas bien, qui sont un peu dans le chantage affectif avec vous, des choses comme ça. Et là, vous allez être obligé d'être un minimum directif. À un moment donné, vous allez lui dire oui, parce que vous avez des personnes, vous savez très bien, qui sont absolument réfractaires, par exemple, à tout changement. Dès qu'il y a un changement, ah non, non, pourquoi? Non, mais c'était bien, mais pourquoi on fait comme ça maintenant? Mais non, mais machin. Moi, je ne comprends pas, j'étais mieux avant, machin. Bon. Vous allez dire, bon, écoutez, on a mis ça en place, maintenant c'est comme ça, stop. On ne va pas expliquer pendant 107 ans les choses si on les a bien expliquées. Alors, je ne sais pas si on a des personnes d'ailleurs qui sont en centre. Bon, enfin, il y a l'exception des chirurgiens dentistes en centre parce qu'on ne manage pas un chirurgien dentiste comme on manage une secrétaire ou une assistante. Les chirurgiens dentistes sont soumis à beaucoup de stress également. Voilà, vous allez me dire aussi comme les assistants dentaires, mais c'est vrai que les chirurgiens dentistes, on évite au maximum, alors je parle de mon expérience en centre, on évite au maximum le turnover des chirurgiens dentistes. C'est vraiment très important. Alors, c'est important, bien sûr, je vais appeler un chat, c'est important au niveau chiffre d'affaires, bien sûr, puisque vous perdez un chirurgien dentiste, vous avez une perte sèche de chiffre d'affaires par mois, mais aussi et surtout pour l'image du centre. Si vous êtes suivi par docteur Intel, vous revenez 6 mois plus tard, ah ben non, ben maintenant il n'est plus là, c'est docteur Intel, et 6 mois plus tard, c'est plus docteur Intel, c'est docteur Intel. Vous allez dire, non, mais attendez là, qu'est-ce que c'est pas possible, c'est que les dentistes, les gens ne sont pas censés savoir ce qui se passe, etc. Ils vont se dire, non, mais en fait, c'est que c'était des mauvais dentistes, et du coup, voilà, soit on les a virés, soit ils sont partis, voilà. Donc vraiment, ça c'est très très important. Parce que vous avez souvent, en plus, quand il y a des chirurgiens dentistes qui partent, vous pouvez avoir des cas à reprendre derrière ou des choses comme ça. Et ça, c'est un coût également, parce que si le chirurgien dentiste n'est plus là, c'est qui va reprendre ça? C'est les confrères. C'est les confrères, est-ce qu'on va les payer ou pas? Comment on va les payer ou pas? Voilà, donc tout ça, c'est très important de limiter le turnover des chirurgiens dentistes en centre. Donc, un point sur les réunions d'équipe, rapidement, puisque c'est un petit peu ce qui fédère l'équipe aussi, les réunions, hein, ce qui peut calmer aussi les tensions. Par contre, faire très attention, les réunions d'équipe, il n'y a qu'un seul animateur, d'accord? C'est vous, le manager, qui êtes l'animateur de la réunion. Vous devez laisser parler tous les intervenants de la réunion, très important. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a des profils parfois un peu timides dans les équipes, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de très bonnes idées. Mais c'est juste que peut-être si on ne leur donne pas l'occasion ou la parole, ils ne vont pas proposer des choses, ou ils ne vont pas dire ce qui ne va pas, puisque la réunion aussi peut permettre de faire remonter les choses qui ne vont pas, hein, clairement. Donc, tout ça, la réunion, donc vraiment donner la parole à chacun. Après, il ne faut pas que ça tourne au pugilat. Oui, toi, tu m'as fait ça, toi, tu n'as pas fait le fauteuil, toi, machin, moi, je suis tout en sté, moi, je suis pas en sté. Voilà. Il ne faut pas que ça tourne au pugilat. Alors, un peu, parce qu'il faut quand même laisser un peu les gens vider leur sac. Mais après, il faut vraiment recadrer et dire, bon, écoutez, voilà, elle fera un peu plus attention. Effectivement, bon, voilà. Mais vraiment, essayer de remettre nickel. Surtout, je voudrais dire, c'est très important aussi de ne pas tomber dans un esprit de réunionnite.
on se réunit, on réunion tous les 3/4 d'heure. Non, non. Une réunion, c'est quelque chose de préparé. Tous les intervenants ont préparé leur réunion. Moi, pour moi, mensuel, ça suffit. Bimensuel, peut-être, tous les 15 jours, petite, ou une grosse par mois. Une réunion d'une heure où ben, on n'a pas du tout le centre est fermé, où on se réunit, mais il faut que ce soit vraiment constructif. Parce que les réunions, bien sûr, sont organisées sur le temps de travail, donc c'est un coût hein, pour que ce soit le cabinet ou le centre. Donc vraiment, il faut que ce soit constructif. Et il faut que ce soit, je le redis, préparé par tout le monde. Hein. Voilà. Et gardez surtout aussi en réunion votre lead. Vous laissez pas parler quelqu'un pendant une demi-heure. Voilà, vous gardez votre lead parce que ça, c'est quelque chose qui peut décrédibiliser fortement un manager. Hein. Du coup, c'est des choses qu'il faut apprendre, c'est des outils à mettre en place. Tout à fait. On pourra voir la semaine prochaine s'il y a des personnes intéressées aussi par ce. Comment mettre en place une réunion. D'accord. Il faut toujours créer son ordre du jour, etc. On pourra bien sûr faire des prépas de réunion. Je vous donnerai des exemples de compte rendu, par exemple, parce qu'il faut quand même faire un compte rendu. Voilà. Tout ça, on le verra un peu plus en détail, mais en tout cas, la généralité, c'est ça. Hein. Surtout de bien préparer et de ne pas perdre votre crédibilité, en fait. Hein. Alors, est-ce que je ne sais pas si j'ai des chirurgiens dentistes? Je vais regarder un peu, j'ai pas eu plus de retours. Alors, même s'il n'y en a pas, ça peut être bon aussi pour votre négociation. Si jamais, ben, justement, votre dentiste vous dit « Ouais, mais moi, ça me sert à quoi d'avoir ça? Moi, je préfère que tu sois au fauteuil. » Alors là, vous pouvez lui dire, effectivement, certaines études ont démontré que l'embauche d'un office manager ou coordinateur peut augmenter jusqu'à 27% la rentabilité d'un cabinet. Ok, pourquoi? Parce que effectivement, vous avez un suivi beaucoup plus précis des patients, vous rappelez, vous êtes là en support, vous faites des paiements plusieurs fois, vous rassurez les gens, vous les orientez, hein, attention, c'est pas que des devis, etc. Vous pouvez faire des demandes, les accompagner dans leur demande d'aide à la sécurité sociale, leur demande d'aide, certaines mutuelles ont des fonds de solidarité. Je ne vais pas les citer parce que je ne les connais pas toutes, j'en connais certaines, mais bon, je ne vais pas trop citer. Mais en tout cas, certaines mutuelles ont des fonds de solidarité qui permettent à des adhérents qui sont à la retraite ou qui ont des revenus au même titre que les demandes d'aide sécu, qui vous permettent d'avoir des aides tout simplement. C'est-à-dire pour des appareillages à 1 200 €, on peut vous donner une aide de 1 000 € par exemple. Voilà, ça peut être vraiment de cet ordre-là. Donc ça, vous pouvez également les accompagner et clairement, ça fait augmenter la rentabilité de votre cabinet parce que cet argent-là, il va rentrer sur votre compte quoi qu'il en soit. Que ce soit de la part du patient ou d'une aide de sa mutuelle, ça participe à l'effort de rentabilité. Donc, il y a eu quelques petites questions justement par rapport au fait que ce poste était du coup plus facilement envisageable dans des cabinets qui avaient un haut chiffre d'affaires ou des cabinets spécialisés comme implantologie ou orthodontie. Alors qu'il me semble du coup, au vu de ce que tu nous dis, plus intéressant pour le cabinet de le développer sur des petites structures qui souhaitent envisager un développement d'activité justement de par ces fonctions-là, d'essayer de récupérer peut-être des enveloppes pour donner de la plus-value au cabinet. Tout à fait. Alors, c'est sûr que oui, quand vous avez un cabinet qui a un haut chiffre d'affaires, bon, si vous embauchez quelqu'un un salaire, bien sûr que il n'y a pas forcément de risque et au contraire, ça va augmenter la rentabilité encore. Après, comme dans tout, malheureusement, pour rentrer de l'argent, il faut en sortir à un moment donné. Hein. Donc, effectivement, si le praticien il fait tel chiffre d'affaires et il ne veut pas augmenter son chiffre d'affaires, oui, il va pas embaucher, il va pas aller en ce sens parce qu'il va pas être, on n'est jamais sûr à 100%. Sauf que moi, je peux vous dire dans toutes mes expériences que c'est sûr à 100% que la rentabilité d'un cabinet, que ce soit du libéral ou du centre, augmente avec l'embauche de ce type de fonction. Alors, ça peut être une embauche, ça peut être une assistante dentaire qu'on dédie la moitié du temps. Je le dirai après, mais je vous le dis déjà, en embauchant par exemple un contrat pro qui va rien vous coûter, clairement, hein, quasiment rien, un contrat pro. Vous embauchez un contrat pro pour le mettre en support de votre assistante.
qui, elle, va se dégager du temps pour faire ce type de tâches, rentabiliser votre chiffre d'affaires, votre optimisation d'agenda, etc. Et pendant ce temps-là, le contrat pro va être formé. Donc, en fait, c'est du donnant-donnant, parce que lui va être formé, il va être posté, il va faire en fait toutes les tâches un peu chronophages et un peu non efficaces de l'assistante, qui, elle, va avoir du temps pour se dégager pour faire ce type de choses. Et une fois que vous avez prouvé, vous avez dit, bon, regardez, là, ça fait 3 mois qu'on m'a dégagé grâce à ce contrat pro 15 heures dans la semaine pour faire du rappel de patients, pour vérifier les impayés, pour vérifier les chèques de caution que j'ai, etc. Regardez, on a augmenté de temps. Là, je ne vois pas quel frein il pourrait avoir à un moment donné vous donner ce type de poste à temps complet. Voilà. Donc, j'espère que je vais répondu à quelque chose. Oui. Après, c'est vrai que du coup, ça permet aussi au contrat pro d'être plus en phase au fauteuil à 4 mains aussi, de permettre d'avoir accès à la partie un peu plus technique et du coup à l'assistante dentaire qui, elle, connaît le fauteuil depuis plusieurs années, de développer ses compétences sur un domaine d'action qui finalement est nouveau. Donc, ça permet une évolution finalement de 2 postes au lieu d'un. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Après, il y a toujours… Voilà. Oui. Il y a toujours, et un avantage pour le cabinet, il faut que le praticien soit d'accord, on est bien d'accord là-dessus. Maintenant, je pense que vu que c'est des postes qui sont démocratisés, c'est quelque chose qui va être de plus en plus présent dans le cabinet dentaire. Tout à fait, puisque de toute façon, là, vraiment, ce type de poste vraiment arrive partout, hein. Même en mutualité, même partout. Vraiment, ça se développe énormément. Moi, je vous dis, j'ai des libéraux qui ont. Alors, le coût, justement, est limité quand vous embauchez un contrat pro, parce que finalement, votre masse salariale, elle ne bouge pas énormément, hein. Vous avez toujours votre assistante. Elle a le même salaire les 2 premiers mois, peut-être, parce que vous n'avez pas encore vu ce que ça peut rapporter. Mais après, vous allez voir très rapidement, enfin, en tout cas, les chirurgiens dentistes vont voir très rapidement que ça, il y a une vraie augmentation, de l'activité et de la rentabilité en fait du cabinet. Pourquoi? Parce que ce qui est dans le PowerPoint, donc devant vos yeux, c'est l'optimisation efficace de votre agenda, d'accord? Ça, parce que bien sûr, votre assistante, elle connaît parfaitement vos façons de travailler et optimiser un agenda. Voilà, si vous mettez, je caricature, mais 15 urgences plus une endo, plus, c'est pas du tout optimisé. Il faut vraiment que, oui, vous allez faire un gros travail de prothèse le matin en arrivant parce que vous êtes plus en forme, vous êtes plus à même de réaliser ce type de choses. Vous allez mettre effectivement vos tailles empreintes juste avant que le prothésiste arrive parce que vous savez que le prothésiste arrive à 15 heures. Donc, vous allez commencer votre taille empreinte, j'ai une bêtise, à 13h30 peut-être, pendant 1h30. Et puis, en fin de journée, vous allez faire votre paro parce que vous n'avez pas forcément besoin d'énormément d'instruments et de choses qui… voilà. Vous allez essayer de un peu optimiser. Enfin, c'est l'office manager, ça, qui optimise au maximum l'agenda. Là, on va voir que, effectivement, là, vous avez fait plein de prothèses ce mois-ci. C'est bien, mais non, c'est pas bien de faire que de la prothèse pendant un mois, parce que comment vous allez faire la prothèse le mois d'après? Il faut que vous ayez des nouveaux patients. Sinon, comment vous faites? Vous allez faire votre prothèse, ok, vous avez fini, vous avez fait un mois super, et après, comment vous faites le mois prochain? Vous faites des détartrages? Non, il faut absolument… donc ça, c'est l'optimisation de l'agenda. C'est très, très important. D'accord? Donc, ça permet aussi de limiter au maximum vos impayés. Vous avez un office manager qui prend tous les encaissements d'avance, qui s'occupe des bordereaux, de chèques, d'espèces, de tout ça. Vous n'avez pas d'impayés normalement. Vous avez des impayés uniquement sur les soins parce que les soins, on ne peut pas les quantifier à l'avance. Donc, ça se peut qu'un patient, effectivement, il arrive devant la secrétaire, il dit j'ai oublié mon max CB ou j'ai oublié mon chéquier. Bon, voilà. Mais c'est quand même très limité. Les gros impayés sont sur de la prothèse ou sur de l'implantologie ou sur des traitements ortho. Donc là, vous n'avez plus d'impayés. D'accord? Enfin, en tout cas, très, très, très limité. Et ça vous permet également, ou ça permet à votre chirurgien dentiste, donc, de vous dire, de déléguer le management. Le management pour les chirurgiens dentistes, moi, pour ceux que vous connaissez tous, à part certains qui sont très forts, mais vraiment tous, ça les embête, quoi. Le management, c'est pas leur fort. C'est pas leur… Moi, j'ai fait pas mal de formations privées, notamment pour les cabinets dentaires, etc. Et il y avait énormément de chirurgiens dentistes en demande de ça. Parce que déjà, ce n'est pas forcément compris dans leur formation initiale. Et alors qu'ils doivent gérer quand même
un cabinet, hein, clairement une entreprise, parce que ben, c'est le cas, hein, il y a des budgets, il y a des coûts, il y a de l'achat. Donc, ça permet de déléguer le management. Vous vous occupez plus du tout, enfin, en tout cas, le chirurgien dentiste ne s'occupe plus du tout, ni des plannings, ni des absences, ni de tout ça. Voilà. Vraiment, c'est la tranquillité d'esprit. Voilà, donc ça, ce sont quand même des atouts pour les chirurgiens dentistes, si j'ai des chirurgiens dentistes présents, ou surtout pour les filles ou les assistants ou secrétaires qui souhaitent étayer leur perspective d'évolution au sein de leur cabinet. Voilà ce que vous pouvez leur dire. D'accord. Voilà, donc là, je reviens à mon écran et je vous laisse, je regarde un petit peu le chat. Hop. Alors, j'ai l'impression d'être en BINAS. J'ai même pas fait sa formation. J'ai pas fait la formation BINAS. Donc, si c'est le cas, je pense que ça doit être dans la vérité. Alors, je crois que Lucie propose une formation sur l'optimisation de l'agenda, c'est ça? Parce qu'on me demande. Oui, Erika me demandait, du coup, j'en ai profité pour répondre. Tu as répondu, j'avais pas vu. Alors après, il y a eu beaucoup d'échanges sur, finalement, c'est quand même le cœur des cabinets dentaires où on a beaucoup de monde qui a beaucoup de mal à obtenir ne serait-ce qu'une augmentation ou de la reconnaissance des praticiens, ou qui n'arrivent pas à changer parce que finalement, leurs contraintes personnelles ne leur permettent pas de changer de poste. Je pense que j'ai essayé un peu de répondre en parallèle, mais il serait quand même plus judicieux de voir peut-être plus en détail comment se positionner, comment peut-être faire le point aussi sur son évolution et réussir à se prendre en compte. Enfin, moi, c'est ce que je conseillerais. Parce que c'est vrai que beaucoup de monde. Ouais. C'est sûr que je dis, comme toute évolution, c'est un risque. Hein. Lucie, tu peux en parler. Hein. Tu avais quand même un poste quand même assis avec un CDI, avec une famille, avec tout. Oui, bien sûr. Moi aussi, je suis passée par là. Je pense qu'on a tous eu c'est peut-être des déboires, ces difficultés. J'ai quitté mon poste d'assistant dentaire et je suis partie du coup en libéral et j'ai réussi à obtenir un poste avec une réelle évolution qui est pas négligeable et ça fonctionne. Donc c'est vrai que c'est évident pour personne. Chacun doit voir quelles sont ses priorités, quelles sont aussi, je pense, quel est le seuil en fait d'acceptation possible pour le quotidien, parce qu'au final c'est propre à chacun. Mais dans cette classe, c'est vrai que c'était important d'entendre ton discours, Nadia, et je te remercie parce que moi personnellement, je trouve que ça donne beaucoup de perspectives d'évolution pour tout le monde. Ça permet aux gens de voir que ça peut se passer différemment, et j'aimerais que c'est ce qu'on retienne au maximum de cette classe, en fait, qu'il y a des perspectives d'évolution et que tout le monde peut, s'il le souhaite, éventuellement ouvrir ses portes. Tout à fait, tout à fait. Et je reviens parce que là, je vois beaucoup de freins, notamment liés à l'âge. Vraiment, je veux vraiment le dire. J'ai évolué à un autre poste. La personne qui m'a remplacée a un certain âge. Je ne vais pas dire son âge parce que voilà, peut-être dans l'assemblée. Mais en tout cas, elle a l'âge qu'on évoque, que Sylvie évoque. Et elle a pris ma suite de façon top en plus. Vraiment, elle est super. On a fait une embauche. Elle a sa perspective aussi d'évolution, etc. Alors, je veux pas être je veux pas être désagréable, mais il y a un proverbe qui dit celui qui veut faire quelque chose trouvera une solution, et celui qui veut rien faire trouvera une excuse. Alors, si vous avez beaucoup d'excuses ou de choses, vous allez en trouver. Moi-même, j'en ai trouvé pour pas bouger pendant un certain temps, et j'ai regretté. Je pense que Lucie aussi. Oui, effectivement, j'aurais dû le faire plus tôt. Après, voilà. Bon, il faut que toutes les planètes soient alignées. Bien sûr, on a des familles, on a des freins qui sont financiers, etc. Et ça, je l'entends. Et de toute façon, tout le monde ne va pas évoluer, ou certainement même 80% des tâches que j'ai décrites dans cette conf ne va pas plaire à certaines personnes.
tout simplement, certaines personnes vont dire non, mais moi, en fait, je préfère le fauteuil, je préfère l'aspect médical, etc. Et pas forcément encadrer un centre, pas forcément faire de la paperasse, pas forcément faire du management parce que les gens, c'est compliqué à gérer aussi, etc. Donc, en fait, ça ne plaît pas à tout le monde, l'évolution aussi. Vous pouvez évoluer d'autres façons. Ça, Lucie propose de super formations en implantologie, en orthodontie. Tout ça aussi, c'est une évolution de votre poste. Moi, j'en propose une perspective. Je vous dis que si vous voulez vraiment, vous pouvez y arriver. Moi, je peux être là aussi, notamment par le biais de la classe ou d'autres conseils. Il n'y a aucun souci. Je peux vous aider. Franchement, il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, je pense vraiment que, je vous dis, si des freins, alors, ça peut être de votre propre peur. Ça peut être aussi ce qu'on appelle alors, il y a un livre que j'avais lu, je ne me rappelle plus du titre, mais les empêcheurs d'avancer. Ça peut être des gens de votre famille, ça peut être des amis, ça peut être plein de choses qu'on appelle des empêcheurs d'avancer. Ce n'est pas forcément des personnes qui sont mauvaises, hein, attention, ça peut être des gens qui vous adorent, mais qui sont des empêcheurs d'avancer. Parce qu'ils ont leur propre peur, et du coup, ils vont vous mettre aussi les peurs. Et du coup, voilà, moi, ce que je conseille, c'est que si vous êtes effectivement quelque part où ça vous convient pas forcément, rien n'empêche d'envoyer des CV. Après, je ne vous dis pas de tout quitter comme ça du jour au lendemain. Je m'en vais et je vais sûrement trouver mieux. Hein. Vous pouvez très bien, moi j'ai envoyé des CV, j'étais encore en poste. Hein. Donc, vous pouvez très bien envoyer des CV. Vous voyez un petit peu justement, est-ce que vous avez des retours ou pas. Si vous envoyez des CV et que, effectivement, sur 5 CV, vous avez 2 retours, vous dites oui, bon, effectivement, alors peut-être que, en fait, le dentiste pour lequel je travaille, il voit peut-être pas forcément mes qualités. Donc, je vais peut-être aller les vendre ailleurs. Hein. Le marché du travail, c'est un marché comme un autre. Hein. Donc voilà. Après, vraiment, je vous laisse voir un petit peu. J'espère que ça vous a plu. Si jamais voilà, vous avez des choses sur lesquelles vous préférez que je détaille la semaine prochaine, dites-le sur le chat ou vous le dites à. Il y a un système de mail, c'est ça, Lucie ou... Oui, bien sûr. Alors, il y aura bien évidemment le replay qui vous sera fourni et nous restons complètement disponibles s'il y a des questions. La classe, du coup, j'ai mis le lien si ça peut intéresser pour la semaine prochaine ou, comme tu nous as dit, Nadia, tu développeras comment obtenir ce poste d'office manager. Et je pense qu'en plus, ça prend son sens vu les messages qu'il y a sur ce chat aujourd'hui. Arriver peut-être à rebooster à donner les clés aux assistants et assistantes qui souhaitent obtenir ce poste d'office manager, comment procéder pour les entretiens, les outils pour mettre en place aussi cette organisation d'office manager, puisque comme on l'a vu, il y a pas mal d'éléments à mettre en place en coordination avec son poste d'assistant dentaire, voir un peu comment ça peut s'articuler, parce que ça peut s'articuler si on propose une organisation bien spécifique. Tout à fait, tout à fait. La semaine prochaine, donc s'il y a des personnes, dites-moi un petit peu sur quoi vous voulez éventuellement qu'on se base. On va aborder les techniques de négociation, le management un peu plus en profondeur. Je vais également vous fournir quelques tableaux de bord éventuellement pour voir un petit peu si dans votre cabinet vous arrivez à mettre une organisation en place qui fonctionne, qui roule. On peut essayer également de trouver enfin voilà, vraiment sur ce qui vous intéresse en particulier, la démarche qualité, peut-être que vous allez être plus porté sur la démarche qualité ou sur tout ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresserait le plus et on essaiera de travailler dessus. Laetitia me pose la question sur le chat, y a-t-il d'autres évolutions possibles pour une assistante dentaire en dehors d'office manager? Est-ce qu'il y aurait un poste peut-être qui pourrait se situer entre les deux ou on a quelque chose d'autre? Non, honnêtement, comme je disais, pour ce qui est de perspectives d'évolution autres, c'est plus avec toi, Lucie, c'est plus effectivement les perspectives d'évolution dans les spécialités, hein, orthodontie, enfin après, c'est pas forcément une évolution, parce que orthodontie et omnipratique se valent un peu, mais ça peut être de la chire, ça peut être du maxillofacial, ça peut être plein de choses.
nous, on peut être, alors, dans certains centres, il y a des coordinatrices et des directrices de centre. Donc là, vous évoluez encore au-dessus de coordinatrices. Alors, plein de centres ont une coordinatrice qui fait office aussi de responsable de centre, puisqu'il y a une régionale un peu au-dessus qui chapeaute un peu tout. Mais vous pouvez après évoluer d'autant plus à ce type de poste. Voilà. Donc, Sophie demande spécifiquement, je vais y arriver, pour le poste d'office manager en ortho, quel est réellement l'intérêt pour le praticien? Je pense que pour toutes les spécialités, ça me semble pertinent. Alors, honnêtement, oui, pour toutes les spécialités. Alors, clairement, pour moi, au niveau de l'ortho, le principal atout, c'est l'optimisation de l'agenda. Parce que au niveau orthodontie, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous optimise votre agenda et qui vous… Alors, vous allez me dire, oui, ben, une secrétaire, elle peut le faire. Oui, elle peut le faire. En ortho, c'est primordial. L'optimisation de l'agenda et en orthodontie et le fait que tout soit fait de façon très rigoureuse, que ce soit DEP, que ce soit choses comme ça, ça peut aussi, ben, vous allez pouvoir… elle va s'occuper en fait de tout. Bon, déjà, sans parler de l'aspect managériel, parce qu'en général, un ortho a 2 ou 3 assistantes pour lui, enfin, en tout cas en libéral. Donc, le fait de chapeauter un petit peu tout ça, de s'occuper des commandes, il y a énormément de commandes en ortho, enfin, des braquettes, des choses comme ça. Donc, vraiment, en fait, s'occuper de tout. En fait, tout simplement, vous allez vous occuper de tout. Vous allez le décharger de tout ça. C'est-à-dire que lui, il va être là, il va faire ses trucs en bouche, et en fait, il s'occupe de plus rien à part ça. L'administratif, c'est géré, voilà, tout est géré. Oui. Donc, en ortho, il y a énormément d'administratifs liés au plan de traitement, liés au renouvellement donc, des semestres et toutes ces choses qui sont finalement assez compliquées à mettre en place. Et le principe, donc, je pense, de ce poste de manager, finalement, va permettre de coordonner vraiment l'aspect administratif, donc secrétariat, ou peut-être qu'il y a des assistantes détachées administratives quand certaines sont détachées à l'aspect clinique, et mettre ça en place, garder des statistiques, c'est très important, de rotation de nouveaux patients en ortho, parce que finalement, c'est ce qui va faire avancer le cabinet. Les nouveaux plans de traitement, ça sera la donnée qu'on va essayer de viser, forcément, parce qu'après, c'est des traitements qui sont finalement sur passifs, entre guillemets, et qui ramènent de l'argent régulièrement, mais on va viser les nouveaux patients en ortho. Donc là, ça prend son sens pour moi sur l'ortho spécifiquement. Après, oui, ça prend son sens de toute façon sur toutes les spécialités, mais sur l'ortho également, il faut vraiment même faire attention que tous les papiers soient à jour, tous les consentements soient signés, les décharges, voilà, donc vraiment, alors oui, le secrétaire, encore une fois, elle peut le faire, mais vraiment, je pense que nos office managers, elle peut vous gérer tout ça, et elle peut gérer, c'est-à-dire tout, quoi, les pannes d'équipement, les commandes, le matériel, voilà, tout, et ben, appeler les patients, faire le suivi, faire la démarche qualité aussi en ortho, c'est très important, la démarche qualité. Donc voilà, vraiment, je trouve que c'est super important. Et oui, bon, ça nous ouvre plein de Merci à toutes en tout cas. Je vois des messages très sympas de gens qui sont reboostés, etc. Donc ça me fait plaisir. Oui. Oui. Tant mieux. Merci beaucoup à tous. Merci à Lucie. Et je me tiens à votre disposition pour échanger la semaine prochaine avec plaisir. Très bien, merci tout le monde, merci Nadia pour cette belle présentation. J'espère que j'ai réussi un petit peu à vous donner un peu de peps et vraiment croyez en vous, c'est super important. Négociez ce que vous semblez, ce que vous pensez au fond de vous mériter, puisque si vous le pensez, c'est que c'est vraiment la vérité. N'en doutez pas et ne vous laissez pas malmener entre guillemets par des personnes qui finalement vous freinent dans votre évolution. Donc c'est super important. Je sais qu'on a des barrières tous, hein, notamment d'ordre financier, mais vraiment c'est super important d'être considéré à sa juste valeur. Noélie nous dit merci Nadia au 8 mai, donc on est très content de vous retrouver Noélie le 8 mai et on espère vraiment que vous arriverez à avoir ce poste d'office manager et à le mettre en place au mieux. On est là pour ça. Merci beaucoup tout le monde. Au cas par cas. La semaine prochaine, on fera vraiment un cas par cas pour toutes les situations avec plaisir. Merci Nadia et au revoir tout le monde. Merci encore de votre confiance. Bye.